Je vais essayer de vous parler d'un sujet qui revient régulièrement parce qu'on nous demande essentiellement sur des forums d'identifier des dents. Alors souvent c'est des dents de mammifères et beaucoup pensent qu'on parle au pif sans réfléchir. En fin de compte, c'est absolument faux. Quand on propose, personnellement je propose une proposition d'identification, je réfléchis par rapport à des critères naturalistes précis. Donc je vais essayer de vous les exposer brièvement, sans trop rentrer dans les détails, parce que, bon, pour tout comprendre, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais si on s'y attarde un petit peu, on peut comprendre. C'est pas si complexe que ça. Il faut juste maîtriser quelques terminologies classiques. Alors déjà, je vais vous dire que pour l'étude des mammifères, on se base uniquement sur les molaires. C'est pas la peine de me dire j'ai trouvé une canine très particulière. Les canines très particulières, vous allez voir que sur des spécimens, aussi bien dans le registre fossile que dans l'actuel, on va avoir des canines chez certains artiodactyles comme les tragulidés, qui sont des animaux ayant des fois des grandes dents, hein, des grandes canines, mais qui ne sont pas du tout représentatives de l'utilisation qu'ils en ont. A contrario, on va avoir des grandes canines chez d'autres animaux comme des carnassiers, des renards, des loups, des choses comme ça, des ours, qui seront un peu plus faciles à distinguer quand c'est du très gros, mais il faut pas, on ne pourra pas en tirer des conclusions très évoluées. Voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler donc des différentes terminologie qu'on emploie. On se base sur la forme des crêtes. Chez les mammifères, il y a en gros 4 formes de crêtes de base. Il y a des mélanges entre des fois les crêtes, parce que bien sûr il y a toujours des caractères un petit peu évolués, mais en gros on va distinguer 4 formes de crêtes chez les mammifères, 4 formes de crêtes. Alors quand je parle des crêtes, c'est uniquement des crêtes pour les molaires, je rappelle. Donc je vais vous présenter la première crête qu'on appelle bunodonte, en forme de colline. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite. Là, on est sur une mâchoire de sanglier actuelle. On a ici une molaire inférieure, une deuxième molaire inférieure. Là, c'est une DP4, c'est-à-dire c'est une molaire de lait, prémolaire de lait. Donc là, en l'occurrence, on est sur un individu qui n'est pas mature, puisque la troisième molaire n'est pas encore sortie. Mais on voit bien la forme des dents, cependant, et les dents sont en forme de collines, de petites collines. Donc on appelle ça des dents bunodontes. Bunos, parce qu'en latin, ça veut dire colline. Alors, là, on voit bien des formes de petites collines, comme ça. Je vais vous montrer un autre exemple, je le mets en pause 2 secondes. Là, on est sur une molaire supérieure d'un mammifère de l'hyprésien inférieur du bassin parisien, qui a une dentition typiquement bunodonte aussi, puisqu'elle est en forme de petite colline. J'espère qu'on le verra relativement bien, parce que c'est une dent qui est complètement noire, mais je vous la mettrai en photo, car je l'ai déjà photographiée, et ça c'est typique de ce type de dent là, qu'on a à l'éocène inférieur. Alors celle-ci est un peu usée, bien sûr, parce qu'il y a une abrasion fonctionnelle, mais ceci dit, elle a bien la forme de colline. Je vais remonter une deuxième... Alors, là, on a encore une autre molaire. Là, c'est une molaire d'ours, mais c'est pas le Spéléus, c'est la Déningérie, qui est l'espèce avant le Spéléus. Celle-ci est pareil, assez usée, mais c'est encore une molaire bunodonte. Là, c'est une molaire supérieure, hein, et elle a bien des formes, bien que fortement usées ici, en forme de colline. Donc, les bunodontes, on va les retrouver essentiellement chez les omnivores, comme là les ours, les suidés. On va les retrouver également chez les primates, dont l'homme. Hein. On va les retrouver dans des clades de périssodactyles qui sont des formes primitives de l'éocène inférieur. Et généralement, ça correspond à des animaux qui mangent à la fois de la viande et des végétaux. Hein, c'est plutôt broyeur, écraseur. Je vais montrer le deuxième clade qu'on appelle les sélénodontes, qui sont en forme de demi-lune. Alors ça, on va le retrouver typiquement chez des animaux, comme ici on a
un crâne actuel de biche, enfin comment ça s'appelle, je ne trouve plus le nom, enfin bon bref, c'est un petit cervidé classique qu'on trouve partout dans nos forêts. Et on voit les dents en forme de demi-lune. Donc là, ce sont des molaires supérieures. Elles sont un petit peu aussi abrasées parce que c'est un animal qui a apparemment vécu avant de mourir. Mais ceci dit, on voit bien la forme en demi-lune. Donc ça, ce sont des animaux uniquement végétariens. Ils mangent que des feuilles ou des herbes, éventuellement. Alors ça, c'est le deuxième grand type. Après, on va voir les molaires lophodontes. Alors, les molaires lophodontes, on va les trouver dans plusieurs clades très différents. On va par exemple le trouver chez les éléphants, les proboscidiens. Là, j'ai une molaire supérieure de mammouth. On voit bien les crêtes qui sont parallèles les unes aux autres. Donc, il n'y a pas à se tromper. Ceci dit, on va la retrouver aussi chez les rhinocéros, chez les tapirs. Alors là, j'ai une molaire inférieure de tapir de l'Éocène de France, où on voit bien les deux crêtes qui sont parallèles. Mais on va le retrouver aussi chez des rongeurs. Et je vais vous montrer Voilà, là, c'est un crâne actuel d'un petit myocastor actuel, hein, que j'ai trouvé sur un site de fouille. Et j'ai récolté pour récupérer les dents. Et là, on le voit très très bien, ce sont des crêtes lophodontes qui sont parallèles. Et donc ça, on va le trouver chez les lapins, les lièvres, les proboscidiens, les tapiridés, les rhinocéros, les équidés. Il y a beaucoup de clades de brouteurs, essentiellement de mangeurs de végétaux, on va dire, hyper spécialisés comme chez les rongeurs, qui ont des crêtes lophodontes. Alors, je vais montrer après la dernière. Là, je vous montre un autre crâne, c'est du hérisson moderne, hein, actuel, qui a aussi des molaires un petit peu à la fois bunodontes et lophodontes. On appelle ça lophobunodonte. C'est destiné à manger des animaux comme les insectes et surtout les vers et compagnie. Donc on a aussi dans le registre actuel et fossile des correspondances avec bien sûr les dents qui sont typiques. Bon, là il se trouve que c'est un petit crâne qu'on m'avait récupéré, mais on voit qu'une partie a été usée, donc c'est pas non plus très évident. Voilà, on va regarder le dernier groupe de crêtes, on appelle ça les sécodontes. On va trouver ça chez les carnassiers, essentiellement. Alors je dis bien carnassiers parce qu'il y a deux groupes, il y a les carnivores réels, qu'on va trouver comme, par exemple ici on a un crâne de renard actuel. Alors précisez que pour les crânes de renard, si vous en ramassez, il faudra bien les faire tremper dans l'eau de javel, parce qu'il y a des pathologies qui sont très graves, qui peuvent être attrapées par l'être humain. Donc là, c'est un crâne que je vais récupérer dans une carrière, et je l'ai fait tremper plusieurs fois dans de l'eau de javel pour bien me débarrasser de tout ce qui est pathogène. Là, on a les molaires donc supérieures. Ici, on a la P4 et la M1 qui sont fixes chez les carnivores. Donc ce sont deux dents qui font ce qu'on appelle les carnassières, qui forment les carnassières. La P4 est en haut et la M1 en bas ces deux dents-là forment les carnassières. Chez les chirodontes, les P4 ne sont pas forcément fixes, et pareil pour les M1. Bon, ceci dit, dans le registre actuel, ça n'existe plus, puisque ce sont des animaux qui ont totalement disparu à la fin du Miocène. On en trouvait beaucoup à l'Éocène et un petit peu à l'Oligocène, et à la fin du Miocène, ils n'existaient déjà plus. Je vais vous en montrer un autre sur un fossile qui est tout à fait remarquable, qui vient de l'Yprésien de l'Aisne, qui est une espèce qui n'est pas encore décrite, hein, qui sera, j'espère, un de ces jours décrite. Et là, on voit sur mandibule, on a la M3 qui est en place. Ou peut-être la M2, je ne sais pas encore. J'essaye de faire la mise au point, j'espère que ça va être bien propre. Et c'est une superbe molaire avec un morceau d'une autre molaire qui vient donc de l'Éocène inférieur de l'Aisne et qu'on a trouvé il y a une quinzaine d'années. J'avais proposé de prêter cette dent, mais
Bon, ça n'a pas pu se faire, parce que la personne n'a plus de poste à l'heure actuelle, et c'est bien dommage. Ceci dit, ça reste une pièce exceptionnelle, et probablement une nouvelle chose. Alors voilà, on a vu les 4 grands ordres de crêtes, hein, et maintenant je vais vous parler d'une autre chose qui est tout aussi importante pour comprendre. Là, je vais pas vous le montrer en direct parce que je n'ai pas d'exemple sous la main, je vous le montrerai en photo. On a 2 types de hauteur de couronne. On a la couronne basse qu'on appelle brachiodonte, qui est courte, qu'on va retrouver par exemple chez cette biche là, ce petit chevrotin actuel. Donc les couronnes sont ici en blanc, hein. Vous voyez, normalement il y a la gencive qui est ici, et donc là elles sont basses. Donc ça c'est typique des dents d'artiodactyle moderne ou plus ancien, où on avait une usure progressive. Par contre, on va voir chez les chevaux une hauteur de dents qui est très différente, qui est hypsodonte, qui est haute et qui ne se ferme pas tout de suite. Et on l'aura aussi chez beaucoup de rongeurs, notamment tout ce qui est lièvre, lapin, castor, des choses comme ça. Je vous montrerai. La couronne est beaucoup plus haute et ça permet de compenser l'usure liée à l'alimentation. Donc ce sont les grands clades. Avec ça déjà, quand je vais vous dire ça c'est une dent d'un tel et d'un tel, c'est je me suis basé sur ces observations-là. Je regarde quelle est la forme des crêtes, quelle est la forme de la couronne. Je peux en déduire si c'est une molaire, une prémolaire. Alors, et je me base essentiellement sur les molaires, mais il y a certaines prémolaires qui ont tendance à avoir une forme de molaire. On appelle ça la prémolarisation. On va l'avoir chez certains équidés, notamment tout ce qui est zèbre et anchitherium. Mais on peut le trouver dans d'autres clades. Il y a toujours des exceptions. Ça manque pas. Et puis il y a un dernier clade que j'ai pas montré. Enfin, je l'ai montré un petit peu avec le hérisson. On va avoir des dents triconodontes, c'est-à-dire des dents qui sont avec des pointes qui sont là pour percer des carapaces de chitine essentiellement qu'on va trouver chez les insectes. Et ces dents-là vont servir à tout ce qui est, par exemple, chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, les sauricidés, les taupes dorées, enfin des trucs comme ça, à percer des carapaces qui sont plus dures chez les insectes et dont se nourrissent beaucoup d'animaux dans le registre actuel et fossile. Voilà, donc ça va vous donner un premier aperçu. Je vais essayer de faire un montage un petit peu plus complet. Ceci dit, là pour rappeler tout à l'heure ce que je vous disais sur les canines, vous voyez là on est sur un sanglier, donc on a des canines ici qui sont assez grandes, hein. Donc on pourrait dire c'est un carnivore, mais bon, c'est vrai qu'il peut manger de la viande, hein. Le sanglier ne s'en prive pas, il est omnivore, donc mais c'est pas parlant. Par contre là chez le petit renard, on a bien aussi une canine qui est un petit peu fortement développée. Et je vous dis, il y a d'autres animaux comme les chevrotins, ce qu'on appelle, qui sont des petits artiodactyles de brousse. Ils ont des très grandes canines comme ça, qui sont absolument pas parlantes du tout, parce qu'on va avoir tendance à dire que c'est du carnassier. Or, c'est bien un artiodactyle qui broute. Donc c'est pour ça que les incisives, les canines, tout ça, c'est pas diagnostic, on appelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère propre qui permettent de les identifier à coup sûr. Par exemple, moi j'ai trouvé dans du thanessien des dents crénelées, des canines crénelées. Pareil, je pensais que c'était un caractère distinctif et c'est pas le cas. Ça peut être aussi bien de l'herbivore que du carnivore. Donc il faut pas se fier là-dessus. Malheureusement, c'est pas fiable. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et puis on va avoir par exemple chez les rhinocéros là. Donc, je vais vous montrer un rhinocéros. Alors c'est une troisième molaire supérieure qui vient des Faluns de Touraine, que j'ai acheté parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, je le dis honnêtement, qui est une M3, donc c'est-à-dire une dent d'adulte, et elle a bien des crêtes lophodontes. Elle a 2 crêtes qui sont parallèles, ce qu'on appelle lophodonte. Et comment on peut dire que c'est une M3? Tout simplement par la forme de la dent. Elle est caractéristique, elle est en forme de triangle. Celle-ci malheureusement a explosé quand je l'ai ramenée chez moi, mais j'ai réussi à la recoller un petit peu. Et elle a une forme caractéristique chez les rhinocéros quand elle est en forme triangulaire comme ça. C'est la troisième molaire
supérieure, donc l'équivalent de la dent de sagesse chez l'homme. Et tout à l'heure, je vous ai montré sur le sanglier, là, voilà, on voit ici, on distingue à côté des molaires inférieures qu'il y a encore une molaire qui aurait dû pousser ici, qui était la M3. Et quand on n'a pas cette occlusion, cette sortie, on est certain que c'est un animal qui n'a pas encore atteint le stade adulte. Voilà. Alors comment on va distinguer aussi une molaire inférieure d'une molaire supérieure, ça je vais vous le montrer après, mais globalement c'est par la forme. Les dents inférieures sont plus rectangulaires et les molaires supérieures sont plus carrées. On peut le revoir, on peut très bien le voir chez un être humain aussi, parce que quand on fait des implants dentaires, on voit que la masse osseuse, la partie qui recouvre notre joue, vraiment la joue, est constituée par des grosses molaires avec 3 voire 4 racines. Et ça, on ne l'a pas sur d'autres positions dentaires. Voilà, donc sachez maintenant que quand on vous détermine quelque chose, on ne dit pas ça au hasard. Quand on a une réflexion naturaliste, on se base sur des critères objectifs. La forme des crêtes, la hauteur de la couronne, la position de la dent, et puis éventuellement des usures particulières qui peuvent être dues à des diverses choses. Des fois c'est de l'usure fonctionnelle, des fois ça peut être de l'usure liée à un passage dans un acide, c'est-à-dire un estomac, donc un animal qui a été prédaté. Les dents vraiment sont une carte d'identité pour les mammifères. Déjà pour les requins, on a pas mal d'analogies, mais alors vraiment les mammifères, on a toute une panoplie d'informations qui peuvent nous apporter des informations très précises. Donc là, je vous disais tout à l'heure que celle-là, elle n'est pas sortie. Et ici, en plus, on a une dent qui est caractéristique, ce qu'on appelle la DP4. C'est donc une prémolaire inférieure. Elle est un petit peu plus longue. Et ça, c'est typiquement d'un individu juvénile, donc qui n'est pas encore adulte. Hein. C'est pour ça, en plus, que les dents ne sont pas usées. Si ça avait été un individu adulte, avec les molaires bien sortis, qui avait vécu, on aurait des abrasions très marquées, ce qu'on n'a pas ici au niveau des molaires. Donc là, déjà, voilà, c'est encore un nouvel indice pour discriminer, dire que c'est un individu juvénile, certainement, qui s'est fait prédater ou qui est mort de faim ou peut-être de la chasse. Enfin, ça peut être, les causes peuvent être multiples, mais en tout cas, avec cette mandibule, on peut voir tout de suite que c'est un individu immature parce qu'on a la DP4, donc une prémolaire inférieure 4, et la dentition M3 n'est pas sortie. Et le troisième point, c'est que les molaires ne sont pas usées. Il n'y a pas de surface d'abrasion intense. Donc c'est un individu qui devait avoir 2-3 ans à tout casser. Voilà. Après, il y a des tableaux qui se permettent de corréler tout ça et qui, en fonction des différents animaux, on peut donner un âge bien plus précis. Là, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas les tableaux sous le nez, mais voilà, on peut dire que cet animal est un individu immature qui n'a pas survécu et qui a été certainement prédaté. Bon, on essaiera de détailler un petit peu plus tout ça, je rajouterai des photos. Et puis si déjà vous comprenez ça, vous avez déjà compris à peu près la moitié du raisonnement pour identifier une dent. Après, il y a plein de dents qui sont dans le registre fossile, qui n'existent plus dans l'actuel, donc il faut se baser sur des analogies et puis des analyses un petit peu plus poussées. Il ne faut pas voir... c'est pas parce que ça ressemble que c'est. Donc il faut voir la stratigraphie, d'où ça provient, de quel gisement, enfin il y a plein de clés pour comprendre. On ne peut pas comprendre ça en 5 minutes, c'est pas possible. Mais c'est quelque chose de très intéressant et de très fournisseur d'informations. Bon bah je vous dis à bientôt et puis j'espère que ça vous intéressera.